nous possédons le télescope le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Une merveille d'ingénierie à 10 milliards de dollars. Mais regarder Proxima b, c'est comme essayer de voir une minuscule luciole à côté d'un projecteur géant. Pendant des années, on a dit que c'était impossible. Webb a tourné son instrument révolutionnaire, MIRI, vers ce monde obscur. Et c'est là que le paradoxe s'aggrave. 1. La planète se trouve dans la zone habitable. 2. Mais son étoile crache une radiation mortelle. 3. C'est un rocher stérile de la taille de la Terre. 4. Pourtant, la présence d'une atmosphère reste un mystère total. C'est pourquoi les données reçues ne portent peut-être pas un espoir, mais un avertissement. Mais le détail le plus choquant n'est pas là. Cette infime déviation mathématique cachée dans les données pourrait ébranler tout ce que vous savez. Si résoudre cette énigme scientifique vous passionne aussi, installez-vous confortablement et abonnez-vous. Éteignez les lumières. C'est parti. Pendant des décennies, nous avons cru que les plus grands secrets de l'univers se cachaient dans les coins sombres. À des milliards d'années-lumière, nous avons toujours fixé nos yeux vers le plus lointain, le plus profond. Pourtant, nous avons supposé que notre voisin immédiat, notre arrière-cour cosmique, nous accueillerait à bras ouverts et nous chuchoterait ses secrets facilement. Le monde scientifique a longtemps pensé que le système stellaire le plus proche serait le lieu le plus facile à explorer. C'était une hypothèse logique. Mais quand le télescope spatial James Webb a tourné ses immenses miroirs dorés vers le système alpha du Centaure, il est devenu évident à quel point cette hypothèse était trompeuse. La proximité ne signifiait pas la facilité. Au contraire, nous étions face à l'une des plus grandes illusions d'optique de l'histoire de l'astronomie. Maintenant, nous savons que le plus grand mystère de l'univers ne se cache pas au loin, mais juste sous notre nez, dans l'éclat aveuglant de la lumière. Pour résoudre ce mystère, nous devons d'abord comprendre le concept du paradoxe de la lumière. Le système alpha du Centaure se trouve à seulement 4,37 années-lumière de la Terre. À l'échelle cosmique, ce n'est pas traverser un océan, c'est juste regarder l'immeuble d'en face. Mais cette proximité se transforme en un piège mortel pour les astronomes. Car l'étoile Alpha Centauri émet 50% plus de lumière que notre Soleil. Cela signifie qu'elle est le troisième objet le plus brillant du ciel nocturne. Pour un chasseur de planètes, cette brillance n'est pas une mine de données. C'est un véritable cauchemar. Imaginez la situation ainsi. À minuit, vous essayez de voir une luciole éteinte volant juste à côté d'un projecteur de stade géant braqué sur votre visage. La lumière émise par le projecteur est si violente qu'elle engloutit totalement la minuscule lueur pâle à ses côtés. Voilà exactement ce que fait Alpha Centauri A. L'étoile elle-même est 10 milliards de fois plus brillante qu'une éventuelle planète en orbite. Cette différence de contraste colossal a aveuglé nos télescopes les plus avancés pendant 70 ans. Les méthodes traditionnelles sont restées impuissantes face à ce tsunami de photons émis par l'étoile. Car la lumière n'est pas seulement un outil d'éclairage, c'est aussi une source de bruit qui étouffe les données. C'est pourquoi l'avantage de la proximité s'est soudainement transformé en le plus grand obstacle technique. Alors, que cherchons-nous en franchissant ce mur de lumière ? Ici intervient le deuxième concept critique. La chasse à la signature thermique. Les télescopes traditionnels cherchent généralement la lumière visible réfléchie par les planètes. Mais Webb suit une stratégie qui change complètement la donne. Il ne cherche pas la lumière, il cherche la chaleur. Une planète est beaucoup plus froide que son étoile.
Mais elle possède tout de même une chaleur interne et une température atmosphérique, surtout dans des systèmes comme Alpha du Centaure, qui portent un potentiel de zone habitable. La température des planètes que nous cherchons doit varier entre 200 et 350 Kelvin, soit environ moins 73 degrés à 77 degrés Celsius. Cette plage de température ne brille pas dans la lumière visible, mais dans la longueur d'onde de l'infrarouge moyen. L'instrument de James Webb que nous appelons MIRI, ou instrument pour l'infrarouge moyen, est verrouillé exactement sur cette fréquence. Pourquoi cette technique est-elle vitale? Car lorsque vous laissez de côté la lumière visible aveuglante de l'étoile et que vous vous concentrez uniquement sur la carte thermique, cette immense différence de luminosité diminue. Tandis que dans la lumière visible, l'étoile est des milliards de fois plus brillante que la planète. Dans la longueur d'onde infrarouge, cette différence tombe à des dizaines de milliers de fois. C'est encore une grande différence. Mais ce n'est pas impossible. Cette stratégie prouve que Webb n'est pas seulement un appareil photo, mais la caméra thermique la plus sensible de l'univers. Ce que nous cherchons n'est plus un reflet pâle, mais ce signal de chaleur faible, mais déterminé, émanant du cœur même de la planète. Pourtant, détecter seulement la chaleur ne suffit pas. Il faut aussi déterminer avec précision la position de la source émettant cette chaleur. C'est ici qu'entre en scène le troisième concept, le plus complexe, le masquage coronographique. C'est l'art de rendre visible l'obscurité autour d'une étoile en bloquant sa lumière physiquement ou optiquement. Tout comme vous mettez votre main en visière contre le soleil en regardant le ciel un jour d'été. Le télescope Webb place un masque microscopique au centre exact de l'étoile. Mais, dans le système Alpha du Centaure, cette opération est bien plus difficile que de masquer une seule étoile, car c'est un système binaire. Alpha Centauri, A et B tournent l'une autour de l'autre tous les 80 ans. La distance la plus proche entre elles est de 11 unités astronomiques. Et la plus lointaine est de 36 unités astronomiques. Si cette danse dynamique fait qu'une deuxième source de lumière, Alpha Centauri, B, entre constamment dans le champ de vision du télescope. Cette situation mène à un problème technique que nous appelons la contamination. Alors que vous essayez de masquer l'étoile, à barre verticale, la lumière de l'étoile B s'infiltre dans les capteurs sensibles du télescope et corrompt les données. C'est exactement ce qui s'est passé lors des premières observations en 2023. Le coronographe de Webb a réussi à bloquer l'étoile, mais les photons vagabonds de l'étoile B ont transformé l'image en chaos. Ce n'était pas seulement une erreur d'ingénierie, c'était un défi découlant de la nature même du système. Pourtant, les scientifiques n'ont pas abandonné. Ils devaient nettoyer cette pollution lumineuse pour trouver ce signal unique et significatif parmi les tas de données. La planète potentielle, nommée S1. La combinaison de ces trois concepts, le paradoxe de la lumière, la chasse à la signature thermique et le masquage coronographique, nous montre ceci. Découvrir une planète, ce n'est pas seulement regarder le ciel, c'est un jeu d'échecs joué avec la lumière. James Webb est la reine la plus puissante que l'humanité possède dans ce jeu. Petit lors de ce mouvement critique effectué en août 2024, cette reine a capté un signal statistiquement impossible d'être un hasard, avec un niveau de confiance de 5,5 sigma, en orbite d'Alpha Centauri A, à une distance de 1,5 secondes d'arc de l'étoile.
Ce signal correspondait à tout ce que les modèles théoriques prévoyaient, et sa position était correcte. Sa luminosité était correcte. Sa signature thermique criait qu'il devait y avoir une planète là-bas. Tout indiquait que la quête de 70 ans touchait enfin à sa fin, que nous avions confirmé l'existence d'un nouveau monde chez notre voisin. Le monde scientifique a retenu son souffle. Mais l'univers n'aime pas livrer ses secrets si facilement. Et cette réticence a entraîné les scientifiques dans l'une des parties de cache-cache les plus déroutantes de l'histoire de l'astronomie. Car l'univers ne joue pas seulement avec la lumière, mais aussi avec les probabilités et le mouvement. Ce signal prometteur que nous avons nommé S1, après que l'ivresse de la première découverte se fut dissipée, a commencé à se comporter comme un fantôme agité. Cette situation nous mène à un concept bien plus profond qui nous pousse à questionner non seulement l'existence d'une planète, mais aussi la façon dont nous percevons et interprétons les données. Voici le quatrième concept critique qui apparaît à ce stade: l'illusion statistique et le mur des sigmas. En science, pour qu'une découverte soit considérée comme certaine, elle doit dépasser un certain intervalle de confiance. On appelle cet intervalle sigma. Lorsque la planète candidate S1 a été détectée, la puissance du signal était au niveau de 5,5 sigma. Pour un observateur ordinaire, ce chiffre n'est peut-être qu'un nombre. Mais, pour un astrophysicien, cela signifie solide comme du béton. Pensez-y ainsi. Vous avez une pièce de monnaie non truquée et vous la lancez en l'air. La probabilité d'obtenir phase 24 fois de suite est la même que celle qu'un signal de 5,5 sigma soit un bruit aléatoire. C'est-à-dire, la probabilité que ce signal ne soit pas une vraie planète était de moins d'1 sur 10 millions. C'est le même niveau de certitude requis pour annoncer la découverte du boson de Higgs en physique des particules. Pourtant, malgré cette forteresse mathématique, l'acrobut S1 a disparu lors des observations suivantes. Comment est-ce possible? Car les détecteurs des télescopes spatiaux ne fonctionnent pas comme l'œil humain. Ce sont des sauts à photons. Les rayons cosmiques errant dans le vide spatial peuvent frapper le détecteur et créer des charges électriques instantanées. Ces charges créent une fausse lueur dans les pixels. Mais si cette fausse lueur se produit théoriquement à l'endroit où une planète devrait être, exactement à la luminosité attendue, soit 10 000 fois plus faible que l'étoile, même les algorithmes les plus avancés peuvent dire « je l'ai trouvé ». C'est pourquoi 5,5 sigma peut parfois être une blague statistique que l'univers nous joue. Cette situation donne naissance à la théorie du signal fantôme. Nous avons peut-être découvert une planète qui n'a jamais existé simplement parce que des pixels de bruit se sont alignés selon le bon motif. Mais ce n'est pas la seule explication. Peut-être que la planète est là, mais que nous ne pouvons pas la voir. Cela nous amène au cinquième concept critique, la cécité orbitale et l'excentricité. Les planètes ne tournent pas toujours en dessinant un cercle parfait autour de leur étoile. Le plus souvent, leurs orbites sont elliptiques, c'est-à-dire en forme d'œuf. Nous mesurons à quel point l'orbite d'une planète est aplatie avec la valeur d'excentricité. Les simulations montrent qu'une éventuelle planète dans le système alpha du Centaure pourrait avoir une excentricité d'environ 0,4. Ce chiffre est assez élevé comparé à l'excentricité quasi nulle de la Terre. Cela signifie que la planète s'approche parfois très près de son étoile et s'en éloigne parfois beaucoup. Le coronographe du télescope Webb masque le centre de l'étoile. Mais ce masque a une limite.
Car si la planète, durant son mouvement orbital, s'approche de l'étoile à moins de 1,5 secondes d'arc, elle entre dans l'angle mort que nous appelons l'angle de travail intérieur. Comparons cela à un phare. Quand la lumière du phare se tourne vers vous, alors que la planète est dans la partie la plus large de son orbite, vous la voyez clairement. Mais lorsqu'elle passe derrière la source lumineuse ou plonge au centre où la lumière est très intense, cet objet disparaît pour vous. S1, alors qu'elle était en pleine zone visible en août 2024, a pu plonger dans le halo de brillance de l'étoile début 2025 en raison de son orbite. Dans ce scénario, la planète n'a pas disparu. Elle s'est simplement cachée au-delà des limites technologiques du télescope, dans la lumière. Ce changement de distance crée des différences énormes en unités astronomiques. Alors que la planète est visible à une distance de 2 unités astronomiques, elle devient invisible pour Webb lorsqu'elle tombe à une unité astronomique. C'est pourquoi la disparition d'une planète ne signifie pas qu'elle n'existe plus. Cela signifie simplement que c'est nous qui comptons dans ce cache-cache cosmique. Il y a un dernier facteur qui approfondit encore ce mystère. La contamination du système binaire. Alpha du Centaure n'est pas une étoile solitaire, c'est un couple. Alors qu'Alpha Centauri B tourne autour de notre étoile principale, à barre verticale, elle pompe constamment une lumière indésirable dans le champ de vision du télescope, dans la chasse aux planètes traditionnelles. L'arrière-plan est sombre. En mai, ici, il y a un deuxième projecteur géant qui bouge constamment dans un coin de la scène. Même si Alpha Centauri B est un peu plus faible que A, elle reste très similaire à notre Soleil et très brillante. Quand le télescope Webb se verrouille sur l'étoile, à barre verticale, la lumière venant de l'étoile B se disperse dans le chemin optique du télescope et crée une pollution. Cette pollution forme des structures fantômes, des lignes et des taches dans les images. Les équipes de traitement des données utilisent des algorithmes extrêmement complexes, comme la soustraction d'étoiles de référence et l'analyse en composantes principales pour nettoyer cette pollution. Ces algorithmes essaient de peler l'image couche par couche pour séparer le vrai signal du bruit. Mais parfois, une tache de lumière créée par l'étoile B apparaît exactement là où la planète que nous cherchons devrait être, ou inversement. La lumière de l'étoile B est si intense qu'elle étouffe le faible signal de la vraie planète. Cette situation oblige les astronomes à faire du minage de données. Chaque pixel est un champ de bataille oscillant entre réalité et illusion. Alors, qu'avons-nous maintenant? Un signal statistiquement censé exister, mais qui a disparu. S1, une planète sournoise qui aurait pu se cacher en bougeant sur son orbite, et une deuxième étoile qui inonde constamment l'environnement de lumière. La lueur d'espoir que nous avons vue en 2024 a été ensevelie dans les ténèbres en 2025. Était-ce une découverte ou était-ce une erreur dans les pixels d'un télescope à des milliards de dollars? Of mess, nous nous demandons désormais. Comment finit cette histoire? Les scientifiques se sont lancés dans la quête d'une preuve ultime et définitive pour lever cette incertitude. L'observation finale prévue pour l'année 2026 allait être ce moment critique qui testerait toutes ces théories, qui séparerait les fantômes de la réalité. Quand James Webb a regardé une dernière fois cette lumière aveuglante, qu'a-t-il vu? Un monde est-il né sous nos yeux? Ou seul le vide a-t-il résonné? Et, à ce moment précis, lorsque le dernier paquet de données, arrivant en août 2026, a été traité, l'air dans la salle de contrôle s'est soudainement glacé. Au lieu des cris de victoire attendus,
une expression de profonde stupeur et de déni est apparue sur le visage des scientifiques, car les images envoyées par James Webb ne dessinaient eux pas seulement l'orbite d'une planète, mais un tableau qui allait ébranler les fondements statistiques de l'astronomie. Ce qu'ils voyaient n'était pas une simple absence. C'était un vide chaotique, où les données et les lois de la physique s'entremêlaient, repoussant les limites de la logique. C'est à ce moment-là que l'humanité a réalisé qu'en frappant à la porte de son voisin cosmique, il n'y avait personne à l'intérieur. Ou bien pire, ceux qui étaient à l'intérieur se cachaient. Le premier grand choc devient encore plus bouleversant quand on retourne aux données d'août 2024, qui sont en fait le point de départ de cette histoire, car ce qui a été détecté à cette date n'aurait pas dû être là. Das Alpha Centauri est un phare immense, émettant 50% plus de lumière que notre Soleil, noyant son propre système dans un océan de photons. Selon les lois de la physique et les règles de l'optique, il aurait dû être presque impossible de détecter un objet 10 000 fois plus faible, juste à côté d'une étoile aussi brillante. Mais les données ne mentaient pas. Le signal était là, et il n'était pas assez faible pour dire peut-être il était assez puissant pour crier « Je suis absolument là ». Le degré de signification statistique était exactement au niveau de 5,5 sigma. Ce chiffre signifie certitude dans le monde scientifique. C'est le standard requis pour la découverte d'un nouvel élément en physique des particules. La probabilité que ce signal soit un bruit aléatoire était de moins d'1 sur 10 millions, c'est-à-dire que la probabilité que l'univers nous fasse une blague aléatoire était presque nulle. L'objet brillait à exactement 1,5 secondes d'arc de l'étoile, soit à une distance d'environ 2 unités astronomiques. Cette distance était une position similaire à l'éloignement de Mars par rapport au Soleil. Cette découverte semblait confirmer instantanément toutes les théories de formation planétaire. Qu'une étoile semblable au Soleil abrite dans sa zone habitable une planète, sinon de la taille de la Terre, du moins de la taille de Neptune, était la preuve la plus concrète que l'univers pourrait être rempli de vie. Pour cet instant, en était la plus grande victoire de l'histoire de l'astronomie, car elle avait vaincu le taux de contraste impossible et nous avait fait un clin d'œil à travers la lumière aveuglante. Chemetz. La deuxième découverte a transformé cette ivresse de victoire en cauchemar en un instant. Les observations de suivi réalisées début 2025 ont donné un résultat défiant les règles les plus fondamentales de la mécanique céleste. La planète avait disparu. Ce n'était pas seulement une situation de non-détection. C'était une impossibilité physique. Un corps ayant une masse soumis à la gravité ne pouvait pas s'évaporer en 6 mois. Pourtant, les données étaient impitoyables. Lorsque le télescope Webb a regardé le même point, avec la même sensibilité, et même avec des techniques de soustraction d'étoiles de référence plus avancées, il n'y avait qu'un vide noir absolu à la place de S1. Cette situation a mis à l'ordre du jour la théorie de la cécité orbitale. Si les simulations ont montré que l'orbite de la planète n'était peut-être pas un cercle parfait, mais une ellipse aplatie avec une valeur d'excentricité de 0,4. Qu'est-ce que cela signifie ? La planète a pu s'approcher dangereusement de son étoile durant son mouvement orbital. La distance a pu tomber de 1,5 secondes d'arc à moins de 1 seconde d'arc, qui est l'angle mort du télescope. Cette zone est l'angle de travail intérieur où le coronagraphe de Webb, le masque bloquant la lumière de l'étoile, devient inefficace. Donc, la planète avait plongé dans le halo de lumière aveuglant de l'étoile, se retirant dans une cachette que nous ne pouvions pas voir. Ce scénario était effrayant,
Mais il restait porteur d'espoir, car il disait que la planète n'avait pas disparu, qu'elle s'était seulement cachée. Si les astronomes ont calculé que la planète continuerait de bouger sur cette orbite elliptique et ressortirait dans la zone visible en 2026, c'était un cache-cache cosmique et en tant que chat, nous attendions seulement de compter. Les théories disaient que S1 reviendrait, que les règles de la physique fonctionneraient. ET, maintenant arrive le coup principal, la scène finale. Août 2026, le grand moment du retour attendu. Les scientifiques ont verrouillé le télescope sur Alpha Centauri A. Les modèles orbitaux montraient que S1 aurait dû se libérer de cette lumière aveuglante et revenir à une position autour de 1,5 secondes d'arc. Des centaines d'heures d'observation ont été dépensées. Les algorithmes d'analyse en composantes principales les plus avancés ont été activés. Résultat ? Un néant total, absolu, bouleversant. Et le signal n'est pas revenu. La position attendue était vide. Les prévisions d'orbite alternatives étaient vides. Cette situation a engendré une possibilité terrifiante, remettant en question la réalité de ce signal certain de 5,5 sigma en 2024. La probabilité d'1 sur 10 millions s'était-elle réalisée ? Ce premier signal pouvait-il être une collision de rayons cosmiques rares de l'univers ? Un fantôme thermique dans les détecteurs ou un hasard statistique ? Cette découverte n'était pas seulement la perte d'une planète, c'était l'ébranlement de la confiance envers la science des données. Si même 5,5 sigma peut nous tromper, à quel point pouvions-nous faire confiance à nos autres découvertes dans l'univers ? Le système alpha du Centaure semblait se moquer de nous. Et un instant, il disait « Je suis là ». L'instant d'après, il disait « Tu as rêvé », en s'enfonçant dans les ténèbres. Les scientifiques étaient sous le choc, car S1 ne se comportait ni comme une planète, ni comme une erreur. Elle était un fantôme inexplicable, coincé entre les deux. Alors, comment expliquer cette situation ? Nous avons un corps qui devrait statistiquement exister, mais qui disparaît à l'observation. Est-ce une planète barre verticale ou une illusion formée dans les miroirs du télescope ? Ou peut-être que le système alpha du Centaure possède une dynamique orbitale bien plus complexe, bien plus chaotique que nous le pensions, et que nous ne connaissons même pas encore les règles du jeu. Mais dans ce silence, une autre possibilité plus effrayante que toutes les autres a commencé à germer dans l'esprit des scientifiques. À ôter cette possibilité effrayante était la théorie du mirage cosmique, le plus grand cauchemar des astronomes. Peut-être que S1 n'était pas une planète appartenant au système alpha du Centaure. Peut-être était-ce une galaxie totalement indifférente, située à des milliards d'années-lumière, et nous l'avions prise par erreur pour quelque chose dans le jardin de notre voisin. Car l'espace est en 3 dimensions. Mais les images du télescope sont en 2 dimensions. Une galaxie géante en arrière-plan et une planète faible au premier plan peuvent devenir indiscernables lorsqu'elles se chevauchent sur le même pixel. Pourtant, cette théorie semblait presque impossible à cause d'une caractéristique unique d'Alpha du Centaure. Ce système stellaire ne reste pas en place. Alpha du Centaure est un système avec une valeur de mouvement propre élevée, se déplaçant très rapidement dans le ciel. Si S1 était un objet d'arrière-plan, il aurait dû rester fixe pendant que l'étoile bougeait. Mais les données de 2024 impliquaient que l'objet bougeait avec l'étoile. C'est cette contradiction qui a entraîné les scientifiques dans le paradoxe du « elle existe, mais elle n'est pas là ». Au milieu de ce chaos, une autre découverte bouleversante a surgi des profondeurs des données. La vérité du Neptune. Chaud.
Les analyses du signal S montraient que si cet objet était réel, ce n'était pas une deuxième Terre comme nous le pensions. C'était une découverte qui brisait nos espoirs tout en les faisant germer d'une manière étrange. La signature thermique du signal montrait que la masse de la planète était environ 100 fois plus grande que celle de la Terre. Cela signifiait que c'était une géante gazeuse de la taille de Saturne. Son rayon se situait entre 5 et 7 fois celui de la Terre. Sa température avait été mesurée entre 225 et 300 Kelvin, soit entre moins 48 et 27 degrés Celsius. Ces chiffres confirmaient que la planète se trouvait dans la zone tempérée. AES, sa structure n'était pas propice à la vie. Il ne pouvait pas y avoir d'océan à la surface d'une géante gazeuse, il n'y avait pas de terre ferme sur laquelle marcher. Pourtant, pourquoi cette situation a-t-elle créé un choc? Car selon les théories actuelles de formation des planètes, dans les systèmes d'étoiles binaires, comme Alpha Centauri, A et B, les géantes gazeuses ne devraient pas pouvoir se former sur des orbites aussi proches à cause du chaos gravitationnel. Les forces de marée que les deux étoiles exercent l'une sur l'autre auraient dû disperser le disque de gaz et de poussière barre, empêchant la formation de géantes comme Jupiter ou Saturne. Mais le signal de S1 disait « Je suis là et vos théories sont fausses. S'il y a une géante gazeuse là-bas, cela signifiait que nos modèles de formation planétaire étaient fondamentalement erronés. De plus, une géante gazeuse dans la zone habitable apportait une possibilité beaucoup plus excitante. Les exolunes, c'est-à-dire des lunes extrasolaires, comme l'Europe de Jupiter ou l'Encelade de Saturne. Il pourrait y avoir des lunes rocheuses couvertes d'océans, tournant autour de cette planète géante. Donc, S1 ne serait pas la vie elle-même, mais la gardienne de la vie. Mace, la troisième découverte, la plus destructrice, qui a anéanti ce scénario passionnant, a été l'hallucination du traitement de données. Après ce grand silence de 2026, les scientifiques ont dû revenir en arrière et questionner les outils qu'ils utilisaient. ET, ce qu'ils ont rencontré, c'était un cercle vicieux où la technologie se mordait la queue, tandis qu'Alpha Centauri, B, tournait sur l'orbite de l'étoile principale. Elle faisait constamment un effet de lampadaire dans le champ de vision du télescope. La lumière de cette deuxième étoile s'infiltrait par les bords du coronographe, créant des motifs de diffraction complexes sur le détecteur. Les scientifiques utilisaient un algorithme mathématique extrêmement agressif, appelé analyse en composantes principales, pour nettoyer cette pollution. Cet algorithme vise à révéler la planète faible en dessous en pelant la lumière de l'étoile couche par couche. Mais la vérité choquante découverte était celle-ci. Cet algorithme, en agissant parfois avec trop de zèle, pouvait assembler des bruits aléatoires et créer une planète artificielle. Pensez-y ainsi. Vous avez une intelligence artificielle qui regarde les nuages et essaie d'y voir des formes. Si vous lui dites « Trouve-moi un visage », elle assemblera des amas de nuages aléatoires et vous présentera un visage. Le logiciel de traitement de données de web pourrait avoir fait exactement cela. Les résidus de lumière fuyant de l'étoile B, le bruit thermique dans le détecteur et les pixels morts créés par les rayons cosmiques ont été assemblés par l'algorithme et présentés comme une planète parfaite. Le signal de 5,5 sigma en 2024 n'était en fait pas un jeu de l'univers, mais un jeu que les mathématiques nous jouaient. Cette possibilité était la plus difficile à accepter pour les scientifiques, car cela impliquait que S1 n'était pas seulement une planète qui se cachait, mais qu'elle n'avait jamais existé depuis le début.
Une quête de 70 ans. Un télescope à des milliards de dollars et des milliers d'heures de travail. Tout cela aurait-il été dépensé pour un fantôme créé par un code informatique? Mais d'un autre côté, le fait que le signal soit apparu au même point dans deux ensembles de données indépendants criait que ce n'était pas une simple erreur. Une erreur ne se répéterait pas deux fois de suite aux mêmes coordonnées, avec la même luminosité. Cette cohérence statistique affaiblissait la théorie de l'erreur et tournait à nouveau l'aiguille vers la théorie de la planète cachée. Actuellement, nous avons une énigme qui se comporte comme la planète de Schrödinger. Elle existe et n'existe pas à la fois. C'est à la fois une géante gazeuse et une erreur mathématique. À la fois une galaxie d'arrière-plan et l'enfant de notre voisin. Le système alpha du Centaure. Au lieu de nous donner une photo nette, nous a offert un puzzle aux pièces manquantes, aux bords brûlés et qui change constamment. Et pour résoudre tout ce chaos, ces paradoxes et ces impossibilités, nous n'avons qu'une seule clé. Comprendre comment voit le télescope spatial James Webb. Car le problème n'est peut-être pas là où nous regardons, mais dans notre façon de regarder. Les yeux de ce géant de métal ne fonctionnent pas comme l'œil humain. C'est une combinaison de machines à remonter le temps et de caméras thermiques transformant la chaleur en couleur, la lumière en données. Alors, comment cet appareil merveilleux bloque-t-il physiquement cette lumière d'étoile aveuglante? Comment peut-il distinguer cette onde de chaleur chétive venant de milliards de kilomètres, à côté d'un four nucléaire géant? Et maintenant, nous devons prendre du recul face à ce chaos vertigineux et descendre dans la cuisine de ce processus de découverte impossible, c'est-à-dire dans le cœur de Webb. Une merveille d'ingénierie. Car au-delà des débats sur l'existence de la planète S1, le vrai miracle est que l'humanité ait atteint la capacité de faire une telle observation. Imager directement une planète, surtout dans un système comme Alpha du Centaure, n'est pas simplement prendre une photo. C'est une opération chirurgicale extrêmement précise, faite avec de la lumière, de la chaleur et des mathématiques, repoussant les lois de la physique jusqu'à leurs limites. Alors, comment ce géant de métal distingue-t-il physiquement cette onde de chaleur chétive venant de milliards de kilomètres, à côté d'un four nucléaire géant? La réponse réside dans la technologie de coronographie, ou le système de suppression de la lumière stellaire, qui est le mécanisme le plus complexe et le plus vital de Webb. Pour comprendre cette technologie, utilisons une métaphore simple. Imaginez que vous essayez de voir un avion dans le ciel par une journée ensoleillée. Comme le soleil vous éblouit, vous levez la main et cachez le soleil. Ainsi, les objets plus faibles autour deviennent visibles. C'est exactement ce que fait Webb NASAPITS. NOASAF-MES. Cette opération se déroule dans l'espace à des échelles microscopiques et avec une précision nanométrique. Le coronographe situé dans l'instrument MIRI de Webb est en fait un masque physique. Mais ce n'est pas un masque ordinaire. Il possède une conception spéciale appelée masque de phase à 4 cadrans, comme la lumière est une onde. Ce masque divise les ondes lumineuses entrantes en 4 parties et les déplace dans des phases opposées les unes aux autres. Grâce à cela, les ondes lumineuses venant du centre de l'étoile s'annulent mutuellement, c'est-à-dire qu'elles se détruisent. Résultat, une éclipse totale artificielle est créée à l'endroit où se trouve l'étoile. La précision de ce mécanisme est d'une dimension inconcevable. Alpha Centauri A est environ 10 milliards de fois plus brillante en lumière visible que la planète en orbite. Mais, quand le coronographe entre en action, il réduit ce taux de contraste à un niveau gérable.
le masque peut supprimer la lumière de l'étoile entre 10 000 et 100 000 fois, car si cette suppression n'existait pas, les détecteurs sensibles de Webb satureraient en 1/1000 de seconde, c'est-à-dire qu'ils seraient surexposés et deviendraient aveugles. Grâce au coronographe, cet éclat aveuglant est transformé en un trou noir et un couloir s'ouvre pour que la faible lueur de la planète Senuc juste à côté atteigne le détecteur. C'est comme éteindre un projecteur de stade pour voir la lumière d'une bougie à côté. Et sans cette technologie, détecter un signal comme S1 est physiquement impossible. Mais bloquer seulement la lumière ne suffit pas. Il faut aussi regarder la bonne lumière. Cela nous mène au deuxième mécanisme critique, la détection de l'émission thermique. Les télescopes traditionnels cherchent la lumière visible réfléchie par les planètes depuis leurs étoiles. Mais, dans des systèmes brillants comme Alpha du Centaure, cette méthode ne fonctionne pas car la lumière réfléchie est très faible. Webb change complètement de stratégie, ignore la lumière visible et se concentre sur les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen. La logique est la suivante. Une planète, même si elle est beaucoup plus froide que son étoile, émet tout de même une chaleur interne. La température d'une éventuelle planète dans le système alpha du Centaure devrait se situer entre 200 et 350 Kelvin. Un corps à cette température émet son rayonnement le plus fort, non pas dans la lumière visible, mais dans le domaine infrarouge, vers 10 à 20 microns de longueur d'onde. L'instrument MIRI de Webb est verrouillé exactement sur cette plage, particulièrement sur la longueur d'onde de 15,5 microns. Et à passer à cette longueur d'onde réécrit les règles du jeu. Alors qu'en lumière visible, la différence de luminosité entre l'étoile et la planète est d'1 sur 10 milliards. Dans le domaine de l'infrarouge moyen, cette différence tombe à 1 sur 10 000. C'est encore une grande différence. Mais ce n'est plus impossible. Vous pouvez penser à la situation ainsi. La nuit par temps brumeux. Vous ne pouvez pas voir le piéton à côté d'une voiture aux phares allumés. Mais si vous mettez une caméra thermique, les phares de la voiture perdent de leur importance et la chaleur corporelle du piéton commence à briller. Webb observe l'univers avec ses lunettes thermiques. C'est pourquoi le signal S1 n'est pas un reflet. C'est la chaleur corporelle de la planète. Cette méthode est révolutionnaire car elle nous permet non seulement de comprendre l'existence de la planète, mais aussi sa structure atmosphérique et sa température. Pour que tous ces systèmes optiques et thermiques sensibles fonctionnent, le télescope doit savoir où il regarde avec une précision millimétrique. C'est là que le plus grand obstacle rencontré est Alpha du Centaure elle-même. L'étoile est si brillante qu'elle aveugle les capteurs de guidage du télescope. C'est pourquoi les ingénieurs utilisent une méthode de visée ingénieuse appelée le décalage à l'aveugle. Cette technique ressemble au fait qu'un tireur d'élite ne peut pas tirer en regardant directement le Soleil. Le tireur, Webb, vise d'abord une autre étoile près du Soleil, Alpha Centauri, assez faible pour ne pas l'éblouir, mais qui peut servir de référence. L'étoile choisie pour cette mission est une étoile plus faible, comme Epsilon Muscae, située à environ 330 années-lumière d'Alpha du Centaure. Le télescope se verrouille d'abord sur cette étoile sûre, fixe sa position et calibre ses gyroscopes. Ensuite, avec une précision mathématique précalculée, il décale le corps du télescope d'un certain angle et d'une certaine distance. Ce processus de décalage est si précis que lorsque le télescope se tourne vers Alpha Centauri A, l'étoile tombe exactement au centre du masque coronographique, c'est-à-dire dans cet angle mort. Durant cette opération,
La marge d'erreur du télescope est des milliers de fois inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. Si ce tir à l'aveugle dévie d'un millionième de millimètre, la lumière de l'étoile s'infiltre par le bord du masque et gâche toute l'observation. C'est pourquoi le décalage à l'aveugle n'est pas seulement une technique d'orientation. C'est un pari mathématique à haut risque. Webb joue ce pari à chaque observation. Et il doit gagner. Pourtant, peu importe la perfection du matériel, le monde physique est toujours imparfait. Même si le coronographe bloque la lumière à cause des défauts optiques et de la nature ondulatoire de la lumière, des résidus de lumière, appelés speckles ou tachetures, restent sur le détecteur. Ces tachetures ressemblent exactement à une planète et peuvent être trompeuses. Pour résoudre ce problème, le quatrième et peut-être le plus intelligent des mécanismes utilisés est la soustraction par roulis. La logique de cette technique repose sur le jeu des 7 erreurs, et le télescope, tout en étant verrouillé sur la cible, pivote sur son propre axe, par exemple de 10 degrés. Durant cette rotation, les erreurs provenant des optiques du télescope, les tachetures tournent avec le télescope et leur place dans l'image change. Mais une vraie planète dans le ciel, étant fixe dans l'espace, reste fixe dans l'image. Les scientifiques superposent numériquement les images prises sous ces deux angles différents et les soustraient l'une de l'autre. Mathématiquement, quand on fait l'opération image A-, image B, toutes les erreurs fixes et les tachetures de lumière venant du télescope s'annulent et se remettent à zéro. Il ne reste alors que ce signal de planète réel et pur, dont la position ne change pas dans les deux images. Ce processus est le sommet du minage de données. Mais cela signifie distiller la vérité de quelques pixels à partir de millions de pixels de bruit. Grâce à cette méthode, le taux de contraste est amélioré de 10 à 100 fois et des signaux fantomatiques, comme S1, deviennent dans le visible. Ces 4 mécanismes fondamentaux de Webb. Le masquage coronographique, la vision infrarouge, thermique, le décalage à l'aveugle et la soustraction par roulis. C'est une symphonie technologique qui change le regard de l'humanité sur l'univers. Chacun est une merveille d'ingénierie à lui seul. Mais, quand ils travaillent ensemble, ils rendent l'impossible possible. Ce sont les outils qui nous permettent de percer le rideau aveuglant d'Alpha du Centaure et de voir l'invisible. Mais il y a encore autre chose. Même ce système parfait ne suffit pas à lui seul. Car un télescope essayant d'observer la lumière infrarouge, c'est-à-dire la chaleur, a un dernier et plus grand obstacle à franchir, sa propre température. Si le télescope est plus chaud que la planète qu'il observe, la chaleur qu'il émet lui-même efface toutes les images. Alors, comment le télescope Webb, travaillant sous la chaleur brûlante du Soleil, peut-il se maintenir à un froid proche du zéro absolu? Et comment ce système de refroidissement a-t-il déterminé le destin de S1? Et ce système de refroidissement est l'unité de survie la plus critique qui détermine le destin de S1. Car, dans l'univers infrarouge, température signifie cécité. Tandis que le télescope Webb essaie de capter ce faible signal de chaleur venant d'Alpha du Centaure, il doit réduire la chaleur émise par son propre matériel à un niveau proche du zéro absolu. Si le télescope est plus chaud que la planète qu'il observe, sa propre radiation thermique aveugle les détecteurs. C'est comme essayer d'entendre un secret chuchoté dans une boîte de nuit bruyante. Sans éteindre la musique, la chaleur du télescope, vous ne pouvez pas entendre le chuchotement, la planète. C'est ici qu'intervient le système de refroidisseur cryogénique actif, une merveille d'ingénierie de Webb. Pour comprendre le principe de fonctionnement de ce mécanisme, n'imaginez pas votre réfrigérateur à la maison.
mais une barrière thermodynamique géante. Le bouclier solaire géant à 5 couches de Webb bloque la chaleur brûlante venant du Soleil et refroidit passivement le télescope jusqu'à environ 40 Kelvin, soit moins 233 degrés Celsius. C'est un froid suffisant pour la plupart des observations. Mais pour l'instrument MIRI utilisé sur des cibles difficiles, comme Alpha du Centaure, cette température est encore considérée comme tropicale. Pour que MIRI puisse voir ce signal de planète fantomatique, ces détecteurs doivent descendre à exactement 7 Kelvin, moins 266 degrés Celsius, soit juste un souffle au-dessus du zéro absolu. Physiquement, cela est assuré par un principe appelé l'effet Joule-Thomson. Le système fait circuler du gaz hélium dans des tuyaux de 10 mètres le long du corps du télescope. Le gaz est comprimé sous haute pression, puis on le laisse se détendre, qui selon les lois de la physique, le gaz qui se détend absorbe la chaleur de l'environnement et refroidit. Mais le système de Webb fait cela en boucle fermée, sans créer aucune vibration, car la moindre vibration mécanique pourrait flouter cette image sensible venant d'Alpha du Centaure. Ce système produit un froid renouvelable qui peut théoriquement fonctionner éternellement, contrairement au liquide de refroidissement qui s'épuise avec le temps, utilisé par les anciennes générations de télescopes infrarouges. Pourquoi ce mécanisme est-il si efficace? Car, à la température de 7 Kelvin, la vibration thermique des atomes de silicium s'arrête presque. Le bruit électronique appelé courant d'obscurité dans le détecteur se tait complètement. Alors que la température de la planète S1 est d'environ 225 Kelvin. Le fait que le télescope soit à 7 Kelvin rend le contraste thermique parfait. Si ce système de refroidissement s'était réchauffé de seulement 1 Kelvin, le signal de S1 se serait perdu dans le propre bruit du télescope, et cette découverte de 2024 n'aurait jamais pu être faite. Une fois le télescope suffisamment refroidi, la mission suivante est de collecter la lumière. Mais collecter la lumière n'est pas simplement remplir un seau d'eau. Il faut focaliser cette lumière en un seul point avec une précision nanométrique. Cela nous mène au mécanisme le plus emblématique mais le plus complexe de Webb, le système de détection et de contrôle du front d'onde. L'immense miroir doré de 6,5 mètres de diamètre de Webb n'est pas d'une seule pièce, et il est composé de 18 segments hexagonaux. Chacune de ces pièces a été pliée lors du lancement et s'est ouverte dans l'espace. Mais, une fois ouvertes, ces 18 pièces produisent au départ 18 images différentes et floues pour voir une cible difficile comme S1. Ces 18 pièces doivent se comporter comme s'il s'agissait d'un seul morceau de verre, c'est-à-dire devenir un seul corps. Pour réussir cela, il y a 7 moteurs microscopiques derrière chaque miroir. La précision de ce système repousse les limites de la perception humaine. La marge d'erreur dans l'alignement de la surface des miroirs doit être une petite fraction de la longueur d'onde de la lumière, soit environ 10 à 20 nanomètres. Pour expliquer cela avec une échelle, si le miroir principal de Webb avait la taille des États-Unis, la hauteur des bosses dessus ne pourrait être que de quelques centimètres. Ces moteurs ajustent l'inclinaison, la direction et la courbure des miroirs pour unir 18 faisceaux de lumière différents en un seul point focal parfait. Comparé aux anciens télescopes, par exemple Hubble, c'est révolutionnaire. Hubble avait un miroir d'une seule pièce et à cause d'une erreur de fabrication, on avait dû lui mettre des lunettes dans l'espace. Les télescopes terrestres, eux, tordent leur miroir des milliers de fois par seconde pour lutter contre les ondulations de l'atmosphère. Webb, lui, dans le calme de l'espace,
aligne ses miroirs une fois et garde cette forme parfaite pendant des semaines. Pourquoi cet alignement parfait est-il vital pour S1 ? Car Alpha Centauri est une étoile très brillante. Si un seul des miroirs était désaligné au niveau microscopique, la lumière de l'étoile se disperserait et créerait de fausses images que nous appelons speckles. Ces tachetures ressemblent exactement à une planète. La ligne fine entre l'existence et l'absence de S indépend de cette danse de 10 nanomètres des miroirs. Si ce système ne fonctionnait pas parfaitement, ce signal de 5,5 sigma que nous voyons ne serait pas une planète, mais juste un reflet de miroir mal focalisé. Le refroidissement est terminé. Les miroirs sont alignés et la lumière est collectée. Alors, qu'y a-t-il dans cette lumière ? Comment savons-nous si le signal reçu est une planète ou juste un nuage de poussière chaud ? C'est ici qu'intervient le bureau de détective de Webb. La spectroscopie à champ intégral. Un appareil photo vous montre seulement la forme et la couleur d'un objet. Mais un spectroscope décode l'ADN de cette lumière. Ce mécanisme à l'intérieur de l'instrument MIRI de Webb divise la lumière infrarouge entrante en milliers de couleurs différentes, c'est-à-dire en longueur d'onde. Tout comme un prisme transforme la lumière du soleil en arc-en-ciel, mais il crée un arc-en-ciel numérique bien plus détaillé. La base physique de cette opération est que chaque élément et molécule laisse une empreinte unique sur la lumière. Quand le signal de chaleur venant de S1 passe par le spectroscope, certaines longueurs d'onde à l'intérieur sont absorbées ou avalées. S'il y a du dioxyde de carbone, du méthane ou de la vapeur d'eau, des lignes sombres se forment dans le spectre. MIRI scanne les longueurs d'onde entre 5 et 28 microns pour chercher ces empreintes chimiques. Cette méthode est bien supérieure à la technique de photométrie utilisée par les télescopes de génération précédente. Les télescopes comme Kepler ou TESS devinaient l'existence d'une planète en mesurant seulement son nombre ou sa luminosité. Webb, lui, goûte cette planète. Savoir si S1 est une géante gazeuse ou un monde rocheux, ou même si elle a une atmosphère, ne peut être compris que par cette analyse spectrale. Pourquoi ce mécanisme est-il si efficace ? Car il résout les plus grandes illusions de l'univers. Parfois, des disques de poussière chauds autour de l'étoile ou des bruits de fond peuvent émettre un rayonnement thermique comme une planète. Mais la poussière ou le bruit n'ont pas d'empreinte chimique. Ils ne contiennent pas de molécules complexes. Si des lignes moléculaires spécifiques sont vues dans le spectroscope, par exemple, la signature du C, O2 vers 15 microns, c'est la preuve la plus forte que le signal n'est pas un tas de poussière inanimée, mais une planète dynamique avec une atmosphère. La clé qui résoudra cette incertitude dans les données de 2024 n'est pas la luminosité de l'image, non, mais ses codes chimiques à l'intérieur de la lumière. Tous ces systèmes. Le refroidissement proche du zéro absolu, l'alignement des miroirs à précision atomique et la spectroscopie décodant la chimie de la lumière. Ils représentent le sommet de l'effort de l'humanité pour comprendre l'univers. Ces mécanismes sont conçus pour entrouvrir le rideau aveuglant d'Alpha du Centaure, faire taire le bruit et révéler la vérité. Rien que la vérité. Webb n'est pas seulement un œil qui regarde, c'est un cerveau qui analyse, un système nerveux qui ressent. Mais le plus excitant, c'est le moment où tous ces systèmes parfaits rencontrent le chaos de la nature. Peu importe la perfection de la technologie, l'univers joue toujours une carte inattendue. À cette ligne frontière où l'ingénierie s'arrête et où la découverte commence,
La planète S nous montrera non seulement la puissance de notre technologie, mais aussi les surprises de l'univers qui dépassent notre imagination. Car tous les préparatifs sont faits. Les refroidisseurs fonctionnent. Les miroirs sont verrouillés et la scène est désormais prête pour cette grande confrontation. Et maintenant, le vrai miracle, au-delà de tous ces détails techniques, des systèmes de refroidissement et de l'ingénierie optique, c'est le moment qui a entrouvert la porte de la plus grande réponse à la solitude universelle de l'humanité. Quand les données de James Webb ont été traitées, ce qui s'est reflété sur les écrans n'était pas seulement un graphique, un pixel ou une carte thermique. C'était une étincelle déclenchant la plus grande crise existentielle de l'histoire de l'humanité et en même temps son plus grand espoir. Car ce que nous avons vu ou cru voir derrière cette lumière d'étoile aveuglante n'était pas seulement une planète, mais une vérité effrayante et fascinante que l'univers nous chuchotait. La technologie avait repoussé les limites, brisé les taux de contraste dits impossibles, et nous avait fait entrer jusque dans la chambre à coucher de notre voisin cosmique. Le premier moment épique est cette vérité de 5,5 sigma que même les dieux de la statistique ont regardé avec stupeur. Ce chiffre a créé un effet de tremblement de terre dans le monde de l'astronomie, car 5,5 sigma ne veut pas dire peut-être. Cela veut dire absolument, alors que 3 sigma suffit pour une découverte scientifique standard. Ce signal capté par Webb dans les données de 2024 avait mathématiquement éliminé la marge d'erreur. Statistiquement, la probabilité que ce signal soit faux était de moins d'1 sur 10 millions. C'est un hasard aussi impossible que de gagner à la loterie tous les jours. Le monde scientifique a été ébranlé, car S1 était un fantôme qui ne devait théoriquement pas être là. Qu'une étoile comme Alpha Centauri A, 50% plus brillante et 10% plus massive que le Soleil, donne un signal aussi net au milieu de la danse gravitationnelle chaotique d'un système binaire. Cela défiait les lois de la physique, bien que le signal soit 10 000 fois plus faible que l'étoile. Il brillait dans les capteurs de Webb comme un phare. Cette découverte semblait avoir clos en une nuit. Le débat « Y a-t-il une planète sur Alpha Centauri ?» qui durait depuis 70 ans. Des articles ont été écrits, des théories révisées, et l'humanité a cru pour la première fois qu'elle pouvait appeler voisin un monde à 4,37 années-lumière. Ce signal était le cri le plus fort, brisant le silence de l'univers. Mais le vrai choc a été vécu quand les données sur la nature de cette planète sont devenues claires. Le deuxième moment épique a été de comprendre que SE n'était pas une seconde Terre, mais un Neptune chaud. C'était une découverte qui anéantissait toutes les attentes. Car dans la zone habitable, c'est-à-dire dans cette ceinture magique où l'eau peut rester liquide, on cherche généralement des planètes rocheuses. Mais S1 était une géante gazeuse immense, faisant exactement 100 fois la masse de la Terre. Son rayon se situait entre 5 et 7 fois celui de la Terre. Comment cela pouvait-il être possible? Selon les modèles de formation planétaire actuels, dans les systèmes d'étoiles binaires comme Alpha du Centaure, la formation de géantes gazeuses était jugée impossible. Les forces de marée exercées par les deux étoiles, l'une sur l'autre, auraient dû déchiqueter le disque de gaz et de poussière barre, empêchant une telle masse de se rassembler. Mais S1 était là. À une distance de 2 unités astronomiques, soit une position entre Mars et Jupiter, elle avait réussi à survivre, malgré tout le chaos du système. Cela signifiait que les livres d'astronomie devaient être réécrits. Sa température était encore plus surprenante. 225 à 300 Kelvin, soit moins
48 à plus 27 degrés Celsius. C'était une température que l'on pouvait qualifier de tempérée pour une géante gazeuse. Contrairement au froid glacial de Jupiter, S1 était presque comme un Jupiter d'été. Cette plage de température pourrait permettre la formation de nuages de vapeur d'eau, voire de gouttelettes d'eau liquide dans son atmosphère. Mais, comme une géante gazeuse n'a pas de surface, cette eau ne pouvait pas se transformer en océan. Cette situation a entraîné les scientifiques dans un grand paradoxe. Nous avions trouvé une planète dans la zone habitable, mais il n'y avait pas d'endroit où vivre dessus. C'était comme montrer l'océan à quelqu'un qui meurt de soif et lui dire qu'il ne peut pas boire. Alors que les espoirs s'épuisaient, le troisième et le plus épique moment est entré en scène. La révolution des exolunes. Les scientifiques ont réalisé que ce n'était pas S en elle-même, mais ces lunes invisibles tout autour qui pourraient être la clé de la vie. C'était le scénario de Pandora dans le film Avatar devenant réalité. Les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter et Saturne, abritent au total plus de 140 lunes. Si S1 a une masse 100 fois celle de la Terre, là, il est inévitable qu'elle possède aussi un système de lunes immenses. Le potentiel de ces lunes est d'une dimension inconcevable. S'il y a une lune rocheuse de la taille de Mars ou de la Terre autour de S1, cette lune peut exister en étant protégée de la radiation stellaire mortelle à l'intérieur du champ magnétique protecteur de la planète mère. De plus, l'interaction gravitationnelle entre S1 et sa lune crée une source d'énergie appelée chauffage par marée. Cela garde le noyau de la lune chaud et peut causer une activité volcanique ou des océans souterrains à sa surface. Les chiffres soutenaient ce scénario. On estime qu'il y a 2 fois plus d'eau sous la surface glacée d'Europe, la lune de Jupiter, que dans tous les océans de la Terre réunis. Une exolune dans la zone habitable de S1 serait bien plus chanceuse qu'Europe, car elle pourrait avoir non seulement des océans souterrains, mais aussi des océans de surface. Cette lune, dont la température pourrait être d'environ 280 Kelvin, soit plus 7 degrés Celsius, était la candidate d'habitat la plus parfaite de l'univers. Cette découverte a détruit le concept de planète habitable et l'a remplacé par celui de lune habitable. Désormais, nous ne cherchions plus seulement des planètes, mais des mondes cachés dans leur ombre. Non, ce n'était pas chercher une aiguille dans une botte de foin. C'était chercher un atome dans le chat de l'aiguille. Et Webb avait la puissance pour réussir cela. Le 4e moment épique a été que ces découvertes ont enflammé le plus grand rêve de l'humanité. Le projet Voyage vers les étoiles. L'existence de S1 a fait passer le projet Breakthrough Starshot d'un fantasme de science-fiction à un objectif d'ingénierie urgent, car il y avait désormais une cible où aller, une adresse aux coordonnées précises. C'était le moment où l'humanité a décidé de ne plus être seulement observatrice, mais exploratrice. Les chiffres donnaient le vertige. Ce projet visait à lancer dans l'espace des milliers de nanovaisseaux pesant quelques grammes. Grâce à des réseaux laser géants sur Terre, ces lasers frapperaient les voiles des vaisseaux pour les propulser à 20% de la vitesse de la lumière, soit 60 000 km par seconde. À cette vitesse, aller de la Terre à la Lune ne prendrait que 6 secondes. Le voyage vers Alpha Centauri, qui prendrait 70 000 ans avec les fusées chimiques actuelles, descendrait à seulement 20 ans avec cette technologie. Cela signifiait que pour la première fois dans l'histoire, une autre étoile pouvait être atteinte en une vie humaine. La découverte de S1 avait éliminé la question du pourquoi de ce projet. Il ne restait que la question du comment. Si ces sondes sont lancées avec succès,
l'humanité pourrait recevoir dans les années 2060 des photos haute résolution du système alpha du Centaure, de la planète S1 et de ses lunes potentielles. Ces photos pourraient ainsi montrer des continents, des océans, voire peut-être des lumières de villes à la surface de ces lunes. Ce n'était pas seulement une mission scientifique, c'était un saut qui changerait le destin cosmique de notre espèce. Pour la première fois, notre plan d'évasion de la prison du système solaire était sur la table. Et, enfin, le cinquième et le plus bouleversant moment épique, la profondeur du temps. Le système alpha du Centaure nous a choqués, non seulement par sa proximité, mais aussi par son âge. Les dernières analyses ont révélé que l'âge d'Alpha Centauri A est d'environ 7,6 milliards d'années. Cela signifiait qu'elle est exactement 3 milliards d'années plus vieille que notre Soleil. Le sens de ce chiffre était effrayant et immense, que si la vie a commencé sur une lune de S1, cette vie a eu 3 milliards d'années de plus que la vie sur Terre pour évoluer. Sur Terre, il a fallu 4 milliards d'années pour que la vie passe des unicellulaires à l'humanité. Sur Alpha Centauri, l'horloge de l'évolution a commencé à tourner bien avant nous. Cela engendrait la possibilité qu'il n'y ait pas seulement une vie microbienne là-bas, mais une civilisation bien plus avancée que nous, au-delà de notre imagination. Peut-être que dans les océans de la lune de S, un Pakal a l'étincelle de l'intelligence a jailli il y a des milliards d'années. Peut-être qu'ils ont découvert le voyage interstellaire, alors que nous nagions encore dans nos océans, comme des créatures unicellulaires. Chercher la vie dans un système de 7,6 milliards d'années n'était pas seulement une chasse biologique. C'était aussi une archéologie cosmique. Cette découverte a rendu le paradoxe de Fermi. Où est tout le monde ? Encore plus brûlant. Si un système aussi vieux et approprié existe si près de nous et qu'un silence règne toujours, ce silence montrait soit qu'ils ont disparu, soit que nous sommes trop primitifs pour les entendre. Ces 5 moments épiques. Le signal impossible de 5 sigma. La planète géante en zone habitable. Les lunes remplies d'océans. Les plans de voyage atteignant 20% de la vitesse de la lumière. Et la différence évolutive de 3 milliards d'années. Quand tout cela s'est réuni, Alpha Centauri a cessé d'être seulement un point lumineux. Elle était désormais un miroir, une cible et un avertissement. Et l'humanité, avec ses découvertes, a dû redéfinir ses propres limites, sa technologie et sa place dans l'univers. Mais il y a encore autre chose. Au-delà de toutes ces découvertes, de ces records et de ces rêves, une question bien plus fondamentale est apparue. Empêchant les scientifiques de dormir et poussant les philosophes à de profondes réflexions. L'existence ou l'absence de S pourrait-elle être non seulement un problème d'astronomie, mais une prophétie sur l'avenir de l'humanité? Alors, qu'est-ce que ce que nous avons trouvé, ou pas trouvé, chez ce voisin cosmique nous dit sur notre solitude dans l'univers? La réponse à cette question de solitude n'était pas dans les données venant du corps métallique froid du télescope, mais cachée dans la vérité de l'endurance cosmique que ces données indiquaient. Car le système alpha du Centaure ne nous a pas seulement dit si notre voisin était à la maison. Il a aussi crié comment cette maison restait debout au milieu d'un chaos, brisant toutes les règles architecturales. L'existence de S1 ou son fantôme insistant prouvait que les planètes pouvaient survivre même dans les tempêtes gravitationnelles les plus violentes de l'univers. C'était la plus grande gifle donnée à la croyance que la vie est fragile. Si les planètes peuvent se former même en enfer, pourquoi la vie ne se formerait-elle pas?
Cette découverte était le dernier et le plus grand tournant transformant l'espoir de l'humanité en une certitude mathématique. Le 6e moment épique a été l'effondrement du paradoxe du système binaire qui réécrivait les lois de la mécanique céleste. C'était l'un des plus grands tabous de l'histoire de l'astronomie. Pendant des années, les manuels ont écrit que la formation de planètes était impossible dans des systèmes où 2 étoiles sont proches l'une de l'autre, comme Alpha du Centaure. La distance entre les étoiles A et B varie entre 11 unités astronomiques et 36 unités astronomiques le long de leurs orbites. Cette dynamique crée un champ gravitationnel chaotique qui change constamment à l'intérieur du système. Cette danse de 2 étoiles géantes mélange l'espace entre elles presque comme un mixeur. Les modèles prévoyaient que la poussière et le gaz ne pourraient pas s'unir pour former une planète dans cet environnement. Et même si elles se formaient, ces planètes seraient rapidement éjectées de l'orbite et projetées dans le vide interstellaire. Ces perturbations, 100 fois plus puissantes que l'influence gravitationnelle de Jupiter sur la Terre, n'auraient pas dû permettre l'existence d'une planète comme S1. Mais S1 était là. Malgré tout ce chaos gravitationnel, malgré le tiraillement des étoiles, l'une sur l'autre, et les pièges de résonance orbitale, elle tournait avec une détermination inébranlable à 2 unités astronomiques. La survie impossible dans le système binaire. L'analyse chimique faite depuis 40 000 milliards de kilomètres. La structure favorable à la vie dans l'architecture du système et l'héritage laissé au futur. Tout cela réunit la légende de S1 s'est transformé d'un article scientifique en une épopée gravée dans la mémoire commune de l'humanité. Mais maintenant, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Au-delà de toute cette vitesse, de ces records, de ces découvertes bouleversantes et de ces victoires technologiques, il reste une question bien plus profonde, bien plus silencieuse et bien plus humaine. Les données ont été traitées, les articles publiés, les télescopes refroidis. Mais cet écho dans notre esprit ne s'est toujours pas tu. Cette planète fantôme à 4,37 années-lumière nous a appris beaucoup sur la mécanique de l'univers. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Que signifie réellement cette découverte pour notre place, notre solitude et notre destin dans cette obscurité infinie? Et cet avenir ne se définit plus seulement par des télescopes plus grands, des miroirs plus précis ou des moteurs de fusée défiant la vitesse de la lumière. Il se façonne avec cette vision floue mais pleine d'espoir que S1 nous a offerte, avec la foi renouvelée de l'humanité en son propre potentiel. Alors que nous nous tenons entre la certitude du passé et les possibilités infinies de demain, notre point de vue sur le système Alpha du Centaure a changé de manière irréversible. Il a cessé d'être une coordonnée inatteignable sur la carte ou un point lumineux froid, pour devenir un miroir du destin de l'humanité dans l'univers. Ce miroir ne montre pas seulement ce qu'il y a dehors, mais aussi ce qui germe à l'intérieur, dans notre âme. À ce stade, le 5e grand contraste qui apparaît face à nous est cette guerre admirable entre la fragilité biologique et l'obstination cosmique. D'un côté, il y a la vérité de la dépendance de la vie à des équilibres si sensibles. Notre existence sur Terre tient à un fil de conditions Goldilocks, comme la bonne température, la bonne pression atmosphérique, les boucliers magnétiques et l'eau liquide. En cherchant les lunes possibles de S1 ou ses zones habitables, nous cherchons toujours ces conditions fragiles, cet équilibre parfait. L'espace, lui, semble par nature avoir juré de détruire cet équilibre. Il est rempli de tempêtes de radiation, de froids glaciaux et de vides mortels.
La tragique vérité est celle-ci. 99,9% de l'univers est un piège mortel pour la vie biologique. Le système alpha du Centaure, avec sa gravité chaotique et sa radiation stellaire intense, est l'un des jardins les plus difficiles pour que la vie y fleurisse. Il semble impossible pour des organismes fragiles, comme nous, de survivre dans cet enfer cosmique. Vous aussi, dans votre propre vie. Quand vous sentez parfois à quel point le monde est impitoyable, à quel point les conditions vous forcent et à quel point votre existence dépend d'un petit hasard. Vous ressentez cette fragilité cosmique dans vos os. Si c'est comme si l'univers était conçu non pas pour abriter la vie, mais pour la détruire. Mais, de l'intérieur de ce tableau sombre, la belle vérité criant la force inarrêtable de la vie s'élève comme une pousse. Car ce que nous avons appris des créatures extrémophiles sur Terre et ce que l'existence de S en implique, c'est ceci. La vie est obstinée. La vie qui trouve son chemin même dans les fonds les plus sombres des océans, dans la gueule des volcans, dans les bassins d'acide, a pu trouver un chemin sur ces lunes chaotiques d'Alpha Centauri. C'est pourquoi la fragilité n'est qu'une illusion. L'essence de la vie est de s'adapter et de résister. Si une géante gazeuse comme S peut rester là, malgré le tiraillement de 2 étoiles, la vie peut aussi se construire un foyer dans les conditions les plus impossibles. Chez vous aussi, quand vous restez debout malgré les difficultés de votre vie, vous appliquez en fait cette loi la plus fondamentale de l'univers, la loi de l'obstination cosmique. Notre faiblesse est en fait notre plus grande force, car elle nous force à changer, à évoluer et à trouver de nouveaux moyens pour survivre. L'hostilité de l'univers est l'étincelle qui allume la créativité de la vie. Le 6e contraste profond est le paradoxe entre le désir de réponse absolue et la beauté de l'infinie possibilité. D'un côté, il y a cette faim de savoir insatiable de l'esprit humain. Nous voulons une réponse nette, précise, indiscutable à la question « Sommes-nous seuls ou pas ?» Nous brûlons d'envie de trouver une biosignature dans l'atmosphère de S1 ou d'entendre un signal radio venant de là-bas. À cette incertitude, c'est peut-être nous rendre mal à l'aise. Ce qui est tragique, c'est que la science nous donne rarement des réponses noires ou blanches. Même la découverte de S1 oscille entre une planète certaine et un fantôme statistique. L'univers, au lieu de nous donner des réponses nettes, cache 10 nouvelles questions derrière chaque réponse. Ce silence, ce peut-être cosmique, peut créer un vide qui rend fou. Vous aussi, dans ces moments où vous cherchez de la clarté dans votre vie, où vous demandez « Suis-je sur la bonne voie ?» mais où vous ne rencontrez que le silence. Vous partagez ce désespoir cosmique. Rester sans réponse est la plus grande torture de l'âme humaine. Mais, sur l'autre face de la médaille, brille la vérité immense et belle créée par cette incertitude. C'est car ce qui nous maintient en vie, ce qui nous plonge dans les rêves et nous fait regarder les étoiles, ce n'est pas la réponse, oui ou non. C'est la magie de cette question. Et si aujourd'hui nous recevions la réponse définitive, nous sommes seuls. Notre envie de regarder le ciel se briserait. Si nous recevions la réponse, nous ne sommes pas seuls. Notre curiosité pourrait se transformer en peur ou en satiété. C'est pourquoi la possibilité a plus de valeur que la certitude. La possibilité que S1 soit là a fait construire James Webb. La possibilité d'y aller a lancé le projet Breakthrough Starshot. Vous aussi, voyez les incertitudes de votre vie non pas comme une malédiction, mais comme un océan de possibilités. C'est car votre histoire ne s'écrit pas avec ce qui est écrit sur la dernière page.
mais avec les aventures que vous vivez et les rêves que vous faites en allant vers cette fin. Le fait que l'univers ne nous donne pas de réponse nette est en fait le plus grand cadeau qu'il nous fait. Car, grâce à cela, nous continuons à chercher, à explorer et à espérer. Le 7e et dernier contraste est le pont entre la finitude individuelle et l'immortalité de l'espèce. D'un côté, il y a la brièveté de la vie humaine et la probabilité que nous ne voyions pas la grande découverte. Le télescope Nancy Grace Roman, l'observatoire des mondes habitables ou les vaisseaux stellaires du futur. Nous ne récolterons peut-être pas leurs fruits. Quand la photo envoyée par cette première sonde allant vers Alpha Centauri atteindra la Terre, peut-être que vous et moi seront déjà devenus poussière. La tragique vérité est celle-ci. Nous sommes les auteurs d'histoires dont nous ne verrons pas la fin, comme les maîtres du Moyen-Âge construisant une cathédrale. Nous ne verrons jamais la forme finie du bâtiment dont nous avons posé les fondations. Jamais son dôme grandiose. Cette pensée combine le sentiment que nos efforts sont vains avec une profonde tristesse. La question « Pourquoi je me donne du mal ?» est le murmure le plus sombre de cette finitude. Mais, juste ici, la vérité la plus sublime et la plus belle d'être humain entre en jeu. Nous sommes la seule espèce qui ne vit pas pour elle-même, mais pour ceux qui viennent après elle. C'est la plupart des ingénieurs qui ont conçu James Webb ont pris leur retraite ou ont perdu la vie avant de voir le lancement du télescope. Mais leur héritage résout maintenant les secrets de l'univers. La sueur que nous versons aujourd'hui pour 1. L'intelligence que nous dépensons et les rêves que nous faisons peuvent offrir une nouvelle maison aux arrière-petits-enfants de nos petits-enfants. C'est pourquoi, même si nous sommes mortels, individuellement, en tant qu'espèce, en tant que but, nous sommes immortels. Vous, avec chaque information que vous apprenez aujourd'hui sur l'univers, avec chaque étincelle de curiosité que vous transmettez à vos enfants, vous posez une brique à cette grande cathédrale de l'humanité. Investir dans un futur que vous ne verrez pas est la forme d'amour la plus pure qui dépasse l'égoïsme. Nous sommes les pierres du chemin qui mène aux étoiles. Ils marcheront sur nous, mais ce chemin ne pourrait exister sans nous. Ce sacrifice est l'alchimie qui transforme notre tristesse en fierté. Alors, au milieu de tous ces contrastes, de cette danse d'espoir et de tristesse, que ressentez-vous au fond de votre cœur quand vous vous souvenez de cette célèbre phrase d'Arthur C. Clarke? Quel sentiment pèse le plus en vous? Il existe 2 possibilités. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les 2 sont tout aussi effrayantes. Est-ce vraiment le cas? Imaginez-vous un instant au milieu de ce vide immense et silencieux. Si nous sommes seuls, est-ce une solitude terrible ou une responsabilité immense que si sur cette scène large de 93 milliards d'années-lumière, nous sommes les seuls êtres doués de conscience, capables de dire « Qui suis-je ?» capables d'aimer et de pleurer. Alors, ne sommes-nous pas l'esprit de l'univers, le cœur de l'univers? Dans ce cas, chaque vie humaine, chacun de nous, ne se transforme-t-il pas en un trésor inestimable? La solitude ne nous rend pas sans valeur. Au contraire, elle fait de nous le bijou le plus rare de l'univers, celui qu'il faut le plus protéger. D'un autre côté, si nous ne sommes pas seuls, si sous cette atmosphère brumeuse de S1, il y a d'autres yeux qui nous ressemblent ou pas, qui regardent le ciel et demandent « Sommes-nous seuls ? Est-ce que cela nous banalise ? Mais où est-ce la plus grande bonne nouvelle qui brise ce terrible silence cosmique et nous invite à une fraternité dans ce vide froid ? La présence de quelqu'un d'autre peut détruire notre ego, mais elle peut réchauffer notre âme.
Les deux possibilités sont à la fois un fardeau et un cadeau. Vous, TAS, maintenant, en regardant cette vidéo, vous vous tenez exactement au milieu de ces deux possibilités, petit, sur le fil du rasoir. Vous n'avez ni la certitude de la solitude, ni la preuve de la foule. Il n'y a que la quête. Et peut-être que ce que vous devez ressentir n'est pas la peur, mais une profonde révérence de faire partie de ce mystère immense. Désormais, nous savons que le voyage ne s'arrête pas là. Au contraire, il continue en changeant de forme, en s'approfondissant. Cette aventure commencée avec le télescope James Webb n'est pas seulement une démonstration de force technologique, c'est le processus de maturation de l'humanité. La planète fantôme S1 sur Alpha Centauri nous a appris que l'univers est plus complexe, plus surprenant et plus résistant que nous ne le pensions. Les obstacles techniques ont été franchis. Les contrastes impossibles ont été gérés. Les données traitées et les confrontations philosophiques vécues. Les pièces du puzzle que nous avons en main peuvent encore manquer. Mais nous pouvons désormais deviner à quoi ressemble l'image. La prochaine décennie sera façonnée par le large point de vue du télescope, Nancy Grace Roman, par les yeux perçants de l'Observatoire des mondes habitables et par la puissance du géant, LT sur Terre. Ces nouveaux yeux reprendront le flambeau laissé par Webb et nous rapprocherons encore plus de l'intérieur de l'atmosphère de S1 peut-être de ce monde mystérieux à sa surface. Tout au long de ce documentaire, nous avons poursuivi une cible à des années-lumière. Nous avons repoussé les limites de la science et écouté ses échos dans notre propre monde intérieur. Maintenant, il est temps de rassembler toutes ces données, toutes ces émotions et toutes ces possibilités pour dire le dernier mot. En est-elle une planète, une erreur ou un espoir? Et le plus important, comment cette aventure de découverte changera-t-elle votre regard sur le ciel quand vous vous réveillerez demain matin? Avant que le rideau ne tombe, il faut regarder la scène une dernière fois et chuchoter ce qu'est la vérité. En cherchant la vie sur Alpha Centauri, nous nous sommes concentrés sur la force unificatrice de la gravité. Mais il y a un secret sombre que je ne vous ai pas dit. 68% de l'univers est rempli d'une force mystérieuse qui a juré de tout arracher les uns aux autres. L'énergie noire prépare cette fin ultime qui déchiquettera les galaxies, les étoiles et finalement nous-mêmes jusqu'à nos atomes. Dans le prochain voyage, nous ferons face à ce tueur invisible de l'univers. Êtes-vous prêts ?